Chers amis, nous continuons nos premières journées du patrimoine et de l'environnement des Jadida 2024 par une autre importante intervention. Toutes les interventions sont bien entendu importantes et je vous remercie tous. Mais celle-ci peut être qualifiée de cardinale, si vous me permettez l'expression, par l'importance du sujet et par la qualité de l'intervenant. Non, vous êtes tous importants et votre qualité est importante, mais autant que juriste, avoir opté de moi un conseil d'État, c'est quand même pas rien. Si je n'étais pas notaire, j'aurais aimé être un conseil d'État. Et c'est vrai. J'aurais aimé passer l'ENA, réussir le concours de l'ENA, et puis intégrer cette institution tellement ancienne et prestigieuse qui est le Conseil d'État. Je ne suis pas de ceux qui fustigent les énarques. Hein. Je sais, mais ça n'enlève rien à tes qualités, à tes compétences. Bien au contraire. Et j'ai eu la grande chance de faire la connaissance de Géraud lors du Congrès international des notaires à Paris. J'ai rencontré lors du dîner de gala. Et il m'a dit l'année prochaine, et je partais le lendemain. Il m'a dit, vous partez le lendemain, c'est dommage. Mais l'année prochaine, je lui dis, je reviens l'année prochaine. Il m'a dit, l'année prochaine, contactez-moi, je vous ferai visiter le Conseil d'État, et on ira déjeuner ensemble. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, n'est-ce pas? J'attendais juste l'occasion de retourner à Paris. La première chose que j'ai faite, même avant d'arriver à Paris, bien sûr, j'ai contacté pour lui dire, j'arrive, bon, je vais venir dans quelques jours, il va vraiment tenir sa parole. Il m'a dit, bien sûr, mais venez tel jour, et puis, voilà, ils seront au courant, et puis, je vous ferai visiter le Conseil d'État, comme c'est promis, prestigieuse, comme je viens de préciser, institution. J'arrive, je me rappelle très bien, je laisse ma carte professionnelle à l'entrée, Conseil d'État, Palais Royal, juste vous quittez le Louvre, juste en face, vous avez le Palais Royal, et je pénètre dans au sein de cette institution, avec toute son histoire et sa portée. Mon cher Jérôme me reçoit, me fait visiter tout le Conseil d'État, en m'expliquant à quoi ça sert, chaque bâtiment, son histoire, sa finalité. Et puis à la fin, je lui dis merci, c'est gentil, j'étais comblé, j'étais heureux comme tout. Maintenant, à la prochaine. Il me dit non, il faut qu'on déjeune ensemble. Parce que dans la promesse, il y avait le Conseil d'État et le déjeuner. Et depuis, on a gardé une amitié formidable dont je suis très très heureux. Et je remercie encore plus, et toujours dans c'est un homme de valeur, comme je viens de le préciser. Et lorsque je lui ai demandé de venir intervenir, et vous savez tous combien j'aime cette ville, et combien j'aime la faire connaître, et aussi la faire connaître aux personnes que j'apprécie, mais la faire connaître aux autres aussi, par l'intermédiaire d'intervenants et d'invités de qualité. Il n'a pas hésité, et j'étais vraiment très très heureux, mais vraiment, et il va nous entretenir du rôle du Conseil d'État dans la protection de l'environnement. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative en France. Malheureusement, nous n'avons pas d'équivalent au Maroc. Au Maroc, nous avons des tribunaux administratifs, cours d'appel administratif, mais au-dessus, c'est la Cour de cassation, tout simplement, qui a une chambre administrative. Ce qui fait qu'il n'y a pas au Maroc, en réalité, une indépendance du droit administratif, des juridictions administratives, puisqu'en dernier degré, on peut appeler ça comme ça, au ressort, c'est la Cour de cassation, tout simplement, qui est compétente. Par cette intervention, Géraud va nous expliquer déjà le rôle du Conseil d'État pour peut-être contribuer à pousser les pouvoirs publics au Maroc à créer un Conseil d'État, parce que le droit administratif, les juridictions administratives sont très très importantes. Et puis, nous expliquer aussi le rôle de ce Conseil d'État dans la protection de l'environnement, chose extrêmement importante vu tout ce que nous vivons, les changements, tout ce que nous vivons au niveau des Jadida, et puis les changements climatiques que nous voyons tous les jours aux informations et les catastrophes au niveau planétaire. Merci beaucoup encore, Serge Géraud, c'est un plaisir et un honneur de t'avoir à côté,
et je te donne la parole. Merci beaucoup, cher Moulay, de m'avoir invité à vous parler donc, du Conseil d'État d'abord, parce que je pense que ça m'intéressera de savoir effectivement quelle est cette institution qui a d'équivalent au Maroc, et d'autre part, puisque c'était quand même l'un des thèmes de votre présence séminaire, de parler aussi de son rôle dans la protection de l'environnement. Comme on n'a pas beaucoup de temps, bien sûr, je ne prendrai que quelques exemples. Alors, je commençais par rappeler que le premier Premier ministre du général de Gaulle, Michel Debré, avait une fois commencé un discours au Parlement français en disant « Je serai certainement long et probablement ennuyeux ». Alors, je vais essayer d'être le moins long possible et bien sûr le moins ennuyeux possible. Alors, comme Goulet vient de le dire, l'organisation de la justice administrative en France est différente de celle de l'organisation de la justice administrative au Maroc, parce que même si depuis 1993, je crois, il y a eu création de tribunal administratif et cour administrative d'appel, ce qui ressemble beaucoup à notre organisation de la justice administrative en France, mais il y a la différence, c'est effectivement qu'en France, il y a la juridiction administrative suprême, qui est le Conseil d'État. L'organisation marocaine ressemble en fait beaucoup à l'organisation espagnole, où le tribunal suprême est l'unique Cour suprême avec une chambre administrative. Alors, ce dualisme juridictionnel, comme on dit en France, avec une juridiction judiciaire et une juridiction administrative, eh bien, tout d'abord, ça n'est pas du tout une particularité de la France en Europe, pour prendre uniquement les exemples européens. Vous avez beaucoup d'autres États de l'Union européenne qui ont également une juridiction administrative juste à une cour administrative suprême. L'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, la Pologne, la Bulgarie, par exemple. Et en Allemagne, il y a même 5 ordres de juridiction différents, en dehors de la Cour constitutionnelle. 5 ordres de juridiction. Donc, on pense toujours au Royaume-Uni avec un seul ordre de juridiction, mais ça n'est pas du tout exceptionnel en Europe d'avoir 2 ordres de juridiction avec un ordre juridictionnel administratif, un ordre judiciaire. Cependant, dans beaucoup d'États membres de l'Union européenne où il y a 2 ordres de juridiction, la Cour administrative suprême n'est pas appelée Conseil d'État. Elle est appelée Cour administrative suprême, Cour administrative fédérale, parfois Haute Cour administrative. Pourquoi? Dans certains pays, comme la France, mais aussi en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, mais aussi en Grèce ou en Italie, pourquoi la haute juridiction administrative s'appelle Conseil d'État? Eh bien, tout simplement parce qu'elle cumule cette fonction de haute juridiction administrative avec la fonction de Conseil de l'État. Et le Conseil d'État en France a donc 2 fonctions tout à fait différentes. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. C'est à la fois la juridiction administrative suprême, mais c'est aussi le Conseil de l'État. Et on va voir, évidemment, tout ceci a des conséquences dans son organisation. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, pas de temps suffisant pour expliquer pourquoi, pour des raisons historiques en France, il y a une juridiction administrative à côté de la juridiction judiciaire, mais bien sûr, s'il y a des questions, j'y répondrai. La répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, comme ça, eh bien, elle est assez simple en réalité. Le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges en matière civile, en matière commerciale, en matière pénale, et le juge administratif, lui, est à peu près compétent dans tous les litiges qui opposent les personnes privées, les personnes physiques, les personnes morales, avec les autorités administratives, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas que l'État, il y a les collectivités territoriales, il y a évidemment beaucoup d'autorités administratives. Et au fond, le juge administratif, je crois que ça c'est comme au Maroc, en première instance et en appel, c'est le juge de la légalité des actes administratifs et le juge de la responsabilité de l'autorité administrative quand elle a commis des fautes. Alors, on va évidemment retrouver dans l'organisation du Conseil d'État cette dualité de compétences que je vous ai indiquées, la compétence juridictionnelle et la compétence de consultation. Alors, il y a 7 sections au Conseil d'État. Vous avez 6 sections administratives et une section contentieuse.
Quelques chiffres, au Conseil d'État, il y a à peu près 300 membres, mais sur les 300 membres, il y en a à peu près 100 qui travaillent à l'extérieur, dans des administrations, éventuellement cabinets d'avocats, et donc il en reste 200. Et ces 200 sont renforcés par une quarantaine de membres qui sont là pendant 4 ou 5 ans. On les appelle les maîtres des requêtes ou les conseillers d'État à titre extraordinaire. À titre ordinaire, c'est quand vous êtes permanent, et à titre extraordinaire, c'est quand vous êtes pour 4 ou 5 ans. Alors, la présidence du Conseil d'État, et c'est une curiosité, est assurée par son vice-président. C'est un peu curieux, cette appellation historique de vice-président, alors qu'en réalité, c'est le président. Eh bien parce que le président officiel, c'est le Premier ministre. Autrefois, ça a été du temps de Bonaparte, le premier consul, puis l'empereur, mais aujourd'hui, c'est le Premier ministre. Bien sûr, c'est une présidence tout à fait symbolique. Il ne fait en général qu'une visite au Conseil d'État, peu de temps après avoir été nommé lors d'une assemblée solennelle. Évidemment, il ne participe absolument pas aux travaux du Conseil d'État. Absolument pas. Et d'ailleurs, vous avez dans le Code des juridictions administratives un article curieux qui dit que le Conseil d'État est présidé par son vice-président. C'est une curiosité. Retenez que quand vous entendez parler du vice-président du Conseil d'État, c'est en réalité le président du Conseil d'État. Alors je vous disais qu'au Conseil d'État, il y a 7 sections. Une section du contentieux, j'aurai l'occasion évidemment d'y revenir, et vous avez 6 sections administratives, 6 sections donc qui vont jouer ce rôle consultatif de conseil de l'État sur les projets de texte, les projets de loi, les projets d'ordonnance et une partie des projets de décret, ce que l'on appelle les projets de décret en Conseil d'État. Alors, vous avez une section de l'intérieur et une section des finances qui ont été créées en 1800, dès la création du Conseil d'État. Une section des travaux publics, qui appartient à la section des travaux publics et à la section du contentieux. Et la section des travaux publics a été créée par Napoléon III en 1852. Une section sociale créée en 1946. Et enfin, la dernière année, la section de l'administration qui a été créée en 2008, non pas parce qu'on a apporté des nouvelles compétences au Conseil d'État, mais tout simplement parce qu'on a déchargé d'une partie de leur travail les autres sections pour le donner à cette section administrative créée en 2008. Et puis à côté de ces sections, vous avez une section tout à fait à part, qu'on appelle la section des études, de la prospective et de la coopération, qui est une section récente, puisqu'elle remonte à 1985, et c'est une section qui n'examine pas du tout les textes. C'est une section qui s'occupe de l'exécution des décisions de justice, des rapports avec les autres cours administratifs suprêmes dans les autres États, et qui s'occupe de toutes les relations au fond internationales, et qui s'occupe également du rapport annuel que fait le Conseil d'État. Voilà, donc une section un peu à part, la section du rapport et des études. La section du contentieux, elle est composée de 10 chambres. Autrefois, on disait sous-section, c'était logique, une section, une sous-section, mais en fait, pour, je crois, renforcer son image de juridiction, désormais, comme dans une juridiction, comme à la Cour de cassation, eh bien, on parle de chambres. Il y a donc 10 chambres au Conseil d'État, dont chacune comporte un président, 2 présidents adjoints, une dizaine de rapporteurs. Je suis l'un des rapporteurs de l'une de ces chambres, la 3e, et vous avez 2 rapporteurs publics. Les rapporteurs publics, c'est une fonction assez originale qui n'existe, je crois, dans aucune juridiction administrative suprême en Europe, et sans doute dans le monde. C'est un membre du Conseil d'État qui ne participe pas au délibéré, mais qui propose, qui donne des conclusions et qui propose des conclusions, propose une solution dans chaque affaire, et qui est suivie ou qui n'est pas suivie. Ce sont des conclusions qui sont rendues publiquement lors de l'audience. Il lit ces conclusions. Une fois que ces conclusions sont terminées, eh bien, on se retrouve entre membres de la formation et l'on décide de ce que l'on va juger. Il faut savoir que une très grande partie des membres des conseils d'État sont à la fois membres de la section du contentieux et membres d'une section administrative. C'est mon cas. Je suis à la 3e chambre de la section du contentieux sur 10 et je suis membre de la section des travaux publics. Alors bien sûr, chacune des chambres a des attributions définies. Mais vous avez un certain nombre de domaines qui sont partagés par les chambres parce qu'il y a beaucoup plus de contentieux différents que 10. Si vous prenez par exemple le contentieux de la fonction publique,
vous avez pratiquement toutes les chambres qui font du contentieux de la fonction publique. Hein. Mais si je prends l'exemple de la troisième chambre, qui est donc la chambre à laquelle j'appartiens, eh bien, c'est une chambre qui est en charge de la fiscalité. Il y a trois chambres qui se partagent la fiscalité, c'est l'une des trois. C'est une chambre qui est compétente en matière d'agriculture, au sens très large, hein, ça va jusqu'aux appellations d'origine protégée, etc., hein, au sens très large de l'agriculture et de l'alimentation. Et puis, nous avons également le contrôle des concentrations d'entreprises, des mergers et des anglo-saxons. Mais il y a très peu d'affaires de concentration. Alors, comment juge le Conseil d'État? Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, là je parle uniquement du contentieux, bien sûr, le Conseil d'État reçoit à peu près 10 000 affaires contentieuses. Sur ces 10 000 affaires, 5 000 vont être réglées par ordonnance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de formation collégiale, il n'y aura pas de conclusion de rapporteur public, il n'y aura même pas de désignation de rapporteur. Cela sera décidé par les présidents des chambres, hein, ou le président de la section du contentieux. Et il en reste donc 5 000 qui, elles, vont être confiées à un rapporteur, qui appartient donc à une chambre, et ensuite qui vont donc être collégialement. Et là, vous avez 4 formations de jugement. Vous avez 4 formations de jugement. D'abord, vous avez ce que l'on appelle la chambre jugeant seule. À peu près 70% des affaires sont jugées dans ce que l'on appelle la chambre jugeant seule. Surtout, ne pensez pas que dans une chambre jugeant seule, il y a tous les membres de la chambre. Si on prend la troisième chambre, quand nous jugeons seuls, donc à peu près 70% de nos affaires, hein, nous ne sommes pas une quinzaine, nous sommes uniquement trois, le président de la chambre, l'un des présidents adjoints et le rapporteur. Donc à peu près 70% des affaires sont jugées en chambre à 3, qu'on appelle chambre jugeant seule. À peu près plus de 25%, pas tout à fait, on n'arrive pas tout à fait à 100%, mais vont être jugés par ce que l'on appelle les chambres réunies. Qu'est-ce que c'est que les chambres réunies? Chaque chambre est mariée à une autre chambre. C'est un mariage qui dure longtemps. Ça peut changer, hein, il n'y a rien dans les textes qui obligerait, mais il se trouve que ça dure souvent plusieurs décennies. Hein. Je crois que le dernier changement de chambre de mariage doit remonter au moins à 30 ans. Hein. Prenons la troisième chambre, qui est ma chambre. Nous sommes mariés, si je puis dire, à la 8e chambre. Et quand nous jugeons en chambre réunie, eh bien, c'est toujours la 3e et la 8e. Hein, c'est pas l'une autre. La 3e et la 8e, ou la 8e et la 3e. Donc c'est la chambre de la 8e qui instruit, bien sûr. Et là, vous avez à peu près 25% des affaires, évidemment, les affaires plus délicates, les affaires qui posent des questions de droit plus délicates, on décide, bien sûr, de les juger plutôt en chambre réunie qu'en chambre jugeant seule. Et puis, il reste 2 formations de jugement supérieures. Il reste la section du contentieux. Là aussi, vous n'avez pas tous les membres de la section. Il y a uniquement 15 membres, présidés par le président de la section du contentieux. Et puis alors, la formation suprême, c'est l'Assemblée du contentieux, 17, présidée par le vice-président du Conseil d'État. Alors vous allez me dire, oui, mais on est arrivé pratiquement à 100%, qu'est-ce qu'il leur reste comme affaire? Effectivement, sur 5000 affaires dont je vous ai dit qu'elles sont jugées collégialement, il y en a peut-être une petite vingtaine au total, qui sont jugées au total, soit par la présidente, la section du contentieux, soit par l'Assemblée. C'est vraiment les affaires les plus importantes qui vont remonter, vous voyez, une vingtaine sur 5000. Évidemment, ce sont souvent les affaires dont on parle le plus, parce que ce sont les affaires, si vous me permettez le terme, les plus sexy, hein, celles qui intéressent les journalistes. Hein, évidemment, les affaires qui touchent à des sujets de société, des sujets délicats. Évidemment, ce sont des affaires qui remontent dans les formations supérieures des conseils d'État. Mais dans la vie de tous les jours, c'est les chambres jugeant seules et les chambres réunies. Probablement 96 ou 98% du total des affaires. Alors, comment ça se passe, une audience contentieuse? Nous ne parlons que du contentieux. Nous verrons tout à l'heure le travail consultatif. Surtout ne pas mélanger, hein, vous verrez, il ne faut surtout pas mélanger les 2 fonctions. Eh bien, c'est très différent des juridictions pénales. Hein. Il n'y a pas d'avocats qui vont faire des effets de manche. Non, là, c'est pas du tout. La procédure est essentiellement une procédure écrite. On ne plaide pas devant les juridictions administratives. Mais les avocats sont tout de même là, pas toujours d'ailleurs, mais
dans un grand nombre d'affaires, les avocats sont là. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de la manière suivante. Qu'on soit devant une chambre à 3 juges ou à 9, j'avais oublié de dire que les chambres réunies, on est 9, pardonnez-moi, ou même dans les 2 formations suprêmes. C'est la même chose, ça se passe de la même manière. Le président ouvre la séance, il passe la parole d'abord au greffier, qui va très rapidement dire de quoi il s'agit, ensuite au rapporteur, qui va très rapidement résumer l'affaire, essentiellement rappeler les mémoires, parce qu'il faut que les avocats soient sûrs qu'on n'a oublié aucun mémoire. Donc c'est surtout ça qui compte, hein. Dire voilà, par 2 mémoires, par 3 mémoires, voilà ce qu'ils demandent, etc. Et une fois, et ça a duré 5 minutes maximum entre le greffier et le rapporteur, le président de la chambre, ou le président de la section, si c'est la section ou autre, va tout de suite passer la parole au rapporteur public, je vous rappelle, un membre du Conseil d'État, mais qui donne des conclusions. Et publiquement, il va donc lire ces conclusions, dans lesquelles il va proposer une solution. Ces conclusions, elles vont pouvoir être commentées par les avocats, puisque lorsque le rapporteur public a terminé, c'est le seul moment où on va passer la parole aux avocats. À chacun, le président de la formation de jugement va demander « Maître, vous avez la parole ». Et là, il y a la possibilité pour l'avocat de commenter, souvent de critiquer les conclusions du rapporteur public quand il n'est évidemment pas d'accord. Il y en a toujours un qui n'est pas content, hein, c'est évident. Il y en a un qui n'est pas content, il y en a un qui est content avec les conclusions. Et il va lui passer la parole. Ils ne reprennent pas la parole systématiquement. Dans les affaires des chambres jugeant seules, peut-être une fois sur 4, peut-être, ils vont prendre la parole en parlant 2, 3 minutes, 4 minutes. Il faut aller à l'essentiel, il n'est pas question d'aller faire une plaidoirie d'une demi-heure, bien sûr. Mais quand vous êtes en chambre réunie, là les affaires ont déjà plus d'importance, et alors si vous êtes devant la section ou devant l'Assemblée du contentieux, la reprise de parole est absolument... Enfin, la prise de parole, parce qu'ils n'ont jamais eu la parole, pardonnez-moi, la prise de parole est systématique, les affaires sont très importantes, les clients sont derrière, vous savez, c'est très difficile d'empêcher un avocat de parler, hein, et donc, si on lui donne la parole, il la prend. Donc, dans les affaires importantes, évidemment, ils prennent la parole. Alors, vous allez dire, oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas pris par surprise par les conclusions? Eh bien non, parce que maintenant, tout se fait électroniquement, mais la veille de l'audience, avant 14 heures maximum, eh bien, le rapporteur public a donné, non pas le texte des conclusions, mais le sens des conclusions. Donc, la conclusion de la conclusion, si vous voulez. Le recours est rejeté, etc. Donc, l'avocat sait bien ce qui va être lu, au moins. Et donc, il va évidemment écouter attentivement, il prenne des notes, mais ensuite, il va ou non, mais évidemment dans les affaires importantes, prendre la parole et dire ce qu'il pense. Il a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une note en délibéré, c'est-à-dire d'envoyer, dans les heures qui suivent l'audience, une note par écrit qui va faire jamais très longue, 3, 4, 5 pages, parfois 10, mais c'est vraiment très très rare. Voilà, il a donc la possibilité d'une intervention orale, il peut aussi faire une intervention orale et ensuite envoyer ce que l'on appelle une note en délibéré. Voilà comment ça se passe. Mais vous le voyez, il n'y a pas de grande plaidoirie, c'est une procédure essentiellement écrite, même si l'audience est toujours intéressante, puisque vous avez la lecture des conclusions du rapporteur public, et ensuite, vous avez les avocats, pas toujours, mais souvent, qui vont prendre la parole et dire ce qu'ils pensent des conclusions, de manière toujours très polie. Hein. Jamais, il n'y a aucune agressivité dans la manière de présenter les choses, en disant qu'ils sont en désaccord, etc. Mais tout ceci se fait de manière extrêmement respectueuse, évidemment, respectueuse. Pour vous donner un peu le nombre d'affaires qu'il y a dans les audiences, si vous prenez une audience de juge en seul, hein, donc chambre juge en seul, nous sommes 3, eh bien vous avez en général entre 20 et 30 affaires. 20 et 30 affaires. Donc vous avez toutes les audiences, et à chaque fois avec les conclusions du rapporteur public, on passe à une autre affaire, il y a les 20 ou 30 affaires, ça dure toute la matinée, et puis ensuite le délibéré va commencer, mais on ne délibère pas après chaque affaire. Hein. Toutes les affaires passent à l'audience, et ensuite on pourra se retirer. En réalité, on reste dans la même salle, mais ce sont les autres qui sortent. Hein. Évidemment, il n'y a pas de public pour le délibérer. Quand ce sont des chambres réunies qui jugent, il y a en général entre 5 et 6 ou 7 affaires.
cette affaire. Et quand ce sont les formations suprêmes, la section du contentieux, l'Assemblée, là il y a une ou deux affaires. C'est beaucoup plus, les conclusions durent souvent plus longtemps, les interventions des avocats sont plus longues et souvent le délibéré est plus long puisque ce sont souvent les affaires évidemment extrêmement délicates d'un point de vue juridique. Voilà. Si l'on prend les délais de jugement, alors les délais de jugement, il y a eu des améliorations considérables. Dans les années, jusqu'aux années 80, le Conseil d'État mettait parfois 5 ans à juger. Mais nous avons eu des rappels à l'ordre de la Cour européenne des droits de l'homme avec des condamnations successives de la France pour délai excessif de jugement. Pas seulement du Conseil d'État, mais aussi de la Cour de cassation, des cours d'appel, etc. Mais à plusieurs reprises. Et depuis, nous nous sommes mis en conformité. Si vous prenez en France les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et le Conseil d'État, eh bien, on tourne à peu près autour de 1 an chacun. Ce qui est quand même très court pour une juridiction, à peu près 1 an pour le tribunal administratif, 1 an pour une cour administrative d'appel. Il faut retenir qu'il y a à peu près 1/4 des jugements de première instance qui fait l'objet d'un appel. Donc dans les 3/4, c'est terminé. En 1 an, ça a été jugé. Ensuite, vous pouvez vous arrêter à la cour administrative d'appel qui a mis à peu près 1 an, elle aussi. Et là aussi, vous avez dans les pourvois en cassation contre un arrêt d'une cour, peut-être 25% maximum. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais pas plus. Donc vous voyez, là aussi, en réalité, vous pouvez avoir été jugé en 2 ans et vous vous arrêtez. Mais si vous voulez aller jusqu'au bout, eh bien, vous avez la possibilité encore de faire un pourvoi en cassation. Et là, vous aurez été au fond à peu près jugé depuis le moment où vous aurez saisi le tribunal administratif en à peu près 3 ans, ce qui peut paraître long peut-être pour l'homme de la rue, mais qui est en fait très raisonnable. Être jugé en 3 ans à 3 niveaux, c'est presque une prouesse compte tenu du fait qu'il y a quand même beaucoup d'affaires et qu'il n'y a pas que l'affaire en question, bien évidemment. Là, vraiment de gros progrès, et c'est la même chose du côté des juges judiciaires, où aussi de très gros progrès en termes de délai excessif de jugement, comme on les appelle, ont été réalisés. Voilà donc la fonction contentieuse du Conseil d'État, mais bien sûr, si tout à l'heure il y a des questions, des précisions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais compte tenu du temps que nous avons, je vous propose d'exposer assez rapidement, parce qu'après il y aura l'environnement, mais de vous parler de la fonction consultative du Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État, c'est une question qui est souvent posée, donc quel est votre travail quand vous ne jugez pas, mais quand vous jouez le rôle de conseil juridique, ce qui est d'ailleurs votre nom, Conseil d'État, conseiller l'État. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil d'État est obligatoirement consulté, ça c'est la Constitution qui le prévoit, sur tous les projets de loi. Tous les projets de loi sont soumis au Conseil d'État à titre consultatif, évidemment. Et tous les projets d'ordonnance. Qu'est-ce que c'est que les ordonnances? Les ordonnances, c'est lorsque le pouvoir législatif peut, sur un domaine précis, pendant une période de temps, lorsqu'il y a urgence, habiliter le pouvoir réglementaire à intervenir dans le domaine de la loi. Nous avons dans la Constitution française un domaine de la loi. Normalement, le pouvoir réglementaire ne peut évidemment pas prendre des décrets dans le domaine de la loi, mais le Parlement peut, avec une habilitation en général assez stricte, dans les matières et dans la durée, peut donc habiliter le gouvernement à prendre donc des mesures dans le domaine de la loi. Les ordonnances qui sont prises sur la base de cette loi qu'on appelle loi d'habilitation sont systématiquement soumises à l'avis du Conseil d'État. Et puis, la grande masse, en fait, des textes dont nous sommes saisis, ce sont les décrets en Conseil d'État. Alors, vous allez me dire, mais quelle différence est-ce qu'on fait entre un décret en Conseil d'État et un décret simple? On les appelle simples. En réalité, le mot simple n'est pas dans les textes, c'est par opposition. C'est-à-dire des décrets qui ne sont pas soumis au Conseil d'État. Alors, il n'y a aucune hiérarchie entre les décrets en Conseil d'État et les décrets simples. Un décret en Conseil d'État, c'est un décret, point final. La différence, c'est qu'il a donc été soumis au Conseil d'État. Pourquoi a-t-il été soumis au Conseil d'État? Parce que la Constitution ne dit rien sur les décrets. Tout simplement parce que c'est le législateur qui l'a décidé. Le législateur, lorsqu'il vote les lois, il y a souvent, comme au Maroc, les lois renvoient à des décrets, parce que la loi ne peut pas tout prévoir. Dans tous les pays du monde, les lois renvoient à des décrets. Eh bien, le législateur, très souvent, pas toujours, mais très souvent, renvoie
renvoie à un décret en Conseil d'État. Alors vous allez me dire pourquoi ? Bien parce que le législateur, il est plus tranquille s'il se dit que le gouvernement va être obligé de consulter le Conseil d'État. C'est quand même plus rassurant de penser qu'il y aura un regard extérieur objectif. Nous allons voir en quoi consiste ce travail, bien sûr, hein, mais vous l'avez bien compris, c'est un travail évidemment de contrôle de la régularité hein, des projets. Hein. Voilà, et donc vous ne serez pas surpris que, je peux vous donner quelques chiffres, si on prend l'année 2023, hein, eh bien le Conseil d'État, nous avons rendu 922 avis sur des textes, dans le cadre donc de l'activité consultative. Hein. Eh bien sur ces 922 avis, vous en avez eu 71 sur des projets de loi. Il y en a eu 2 sur des propositions de loi, c'est-à-dire des propositions de loi du Parlement, hein, venant du Parlement. C'est une possibilité assez récente, hein, datant de 2008. Nous avons donné 25 avis sur les projets d'ordonnance, 546 sur des décrets, projets de décrets. Donc c'est vous dire que, bien sûr, l'immense masse, plus de 50% hein, des textes que nous examinons sont des projets de décrets en Conseil d'État, puisqu'ils nous sont soumis. Mais le gouvernement a aussi la possibilité, soit de nous saisir d'un décret simple, si la loi a renvoyé à un décret simple, ou si le gouvernement a pris un décret simple dans le cadre de son pouvoir réglementaire autonome hein, qu'il a dans la Constitution, rien ne l'empêche de saisir le Conseil d'État s'il en a envie. Il ne le fait pas très souvent, mais il peut le faire. Et puis il peut par ailleurs nous saisir de toute question juridique, hein, tout avis juridique. L'an dernier, par exemple, nous avons rendu 16 avis juridiques sur donc différentes questions de droit, notamment un sur la Nouvelle-Calédonie, etc. Voilà. Donc, mais vous voyez bien que l'immense partie de l'activité consultative, ce sont les projets de texte. Et à l'intérieur des projets de texte, ce sont les projets de décret qui représentent l'immense majorité. Alors, comment ça se passe ? Comment ça se passe la saisine du Conseil d'État ? Pour le contentieux, je ne vous ai pas expliqué comment ça se passait, parce que, évidemment, vous avez bien compris, ce qu'est une juridiction, il n'y a pas de différence entre la France et le Maroc. Hein. Le Conseil d'État, il ne s'auto-saisit pas en matière contentieuse. Hein. Il attend qu'on vienne le saisir, hein, le requérant qui n'est pas content d'un arrêt de la Cour administrative d'appel, ou éventuellement l'État, hein, s'il a perdu. Voilà. Et donc, il va être saisi. Très bien, c'est facile. Mais en matière consultative, comment ça se passe ? Eh bien, tout passe par le secrétariat général du gouvernement, je crois qu'il y en a aussi au Maroc, hein, qui est rattaché au Premier ministre, et c'est pas chaque ministre qui décide de saisir, non. Tout passe par le secrétariat général du gouvernement, et c'est donc le secrétariat général du gouvernement qui décide de saisir du projet de texte. Alors, il décide. Je m'exprime mal. Souvent, c'est obligatoire. Vous allez me dire, il décide quoi, puisque c'est obligatoire ? Et oui, mais les projets de texte, ils sont souvent discutés entre les ministères. Le risque serait que le Conseil d'État soit saisi d'un projet qui n'est pas le projet définitif du gouvernement. C'est un projet où le ministère de l'Environnement est pour, le ministère de l'Agriculture est contre, par exemple. C'est ça qu'on veut éviter. Hein. Le secrétaire général du gouvernement, il n'est pas là pour décider de l'opportunité de nous saisir, puisque dans la plupart des cas, la saisine est obligatoire, mais c'est lui qui va décider quel est le texte dont va être saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il ne veut pas commencer à discuter de projets qui ne représentent même pas la position officielle du gouvernement et du Premier ministre. Et donc, c'est ça qui est important. Hein. Il y a donc ce filtre du secrétariat général qui est que nous sommes saisis d'un texte, d'un projet définitif. Il ne sera pas tout à fait définitif puisqu'il y aura le travail du Conseil d'État, mais il faut qu'au niveau de l'exécutif, le projet soit vraiment le projet du gouvernement. Voilà, ça c'est très important. Tout passe par le secrétariat général du gouvernement, donc ce service du Premier ministre. Ça arrive au Conseil d'État et prenons le cas le plus simple, un projet de décret en Conseil d'État. Ce projet de décret, il va arriver donc au niveau du vice-président et du secrétaire évidemment du vice-président, et il va être attribué à la section administrative qui est compétente. Alors, je vous ai tout à l'heure parlé des sections administratives. En 2 mots, je vous dis quels sont leurs domaines, parce que ce sont souvent des vieux titres, et donc ça n'est pas toujours très parlant. La section de l'intérieur, c'est tout ce qui est, on peut le comprendre, la police et la justice et l'ordre public. Bon. La section des finances,
c'est bien sûr le budget, la fiscalité, mais c'est aussi tous les traités internationaux. Vous voyez, on peut le deviner. Hein, voilà. Il faut bien répartir les compétences. La section des travaux publics, qui est donc ma section administrative, ce mot de travaux publics est un vieux mot, et bien sûr, nous avons toujours les travaux publics, mais nous avons beaucoup d'autres choses. Nous avons l'environnement, nous avons l'énergie, nous avons les transports, nous avons une grande partie du droit économique, une partie de l'agriculture, nous avons une grande partie du droit économique. La section de social, c'est facile à comprendre, le droit social, le droit du travail, bien sûr. Et puis il reste la petite dernière née, la section de l'administration, qui n'a été créée qu'en 2008. Et comme je vous l'ai dit, cette section, eh bien, on lui a donné, on a soulagé, si vous voulez, les autres sections, et elle s'occupe, on peut comprendre avec ce mot d'administration, de tous les textes de fonction publique et des textes sur les marchés publics, par exemple. Hein. Voilà à peu près la répartition. Le projet de décret, prenons un projet de décret en matière d'environnement. Hein. Eh bien, je vais vous prendre même des textes récents qui ont posé qui ont fait parler les journaux et la télévision. En France, il n'y avait toujours pas, jusque récemment, un contrôle technique des deux roues, des motos et des scooters, etc. Alors qu'il y a une directive communautaire, un texte communautaire, qui, avec quelques exceptions, mais globalement, oblige à en mettre en place. Mais il y a un lobby très fort des deux roues et il n'y a pas de contrôle technique. Alors, il y a eu plusieurs tentatives, enfin bref, nous avons été soumis de plusieurs textes, puisque le texte, après, souvent, n'a pas été mis en application, etc. Et donc, voilà, j'ai été rapporteur de deux textes sur la mise en place d'un contrôle technique qui est en train de se mettre en place, des deux roues, des motos, des scooters, etc. Pas des vélos, mais il faut qu'il y ait un moteur, quand même. Voilà. Donc, comment ça se passe? Eh bien, le rapporteur... J'ai été nommé rapporteur. S'il y a urgence, en général, c'est 1 mois. Et s'il n'y a pas d'urgence, le délai normal, c'est 2 mois. 2 mois, ça veut dire qu'entre le moment où le président de ma section m'a donné le texte, j'ai 2 mois, je m'organise comme je veux, mais dans 2 mois, il faut qu'il soit présenté à la séance, dont la date est fixée. Alors, si vous pouvez le faire avant, c'est encore mieux, mais en général, vous attendez toujours la dernière date, en séance, en section administrative. Alors, comment ça se passe? Bien, il y a plusieurs manières de procéder, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Je crois que la majorité de mes collègues fait comme cela. Eh bien, je commence vraiment à travailler le dossier, à préparer un rapport. On a déjà un petit fond de dossier qui a été envoyé par le gouvernement, bien sûr, et puis on cherche, évidemment, on regarde les bases de données, etc., bases de données du Conseil d'État, bases de données des revues juridiques, etc. Et ensuite, je convoque commissaires du gouvernement, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont là pour expliquer leur texte. Alors nous faisons tous ça, une réunion avec les fonctionnaires. En général, ils sont 3, 4, 5, 6, ils sont jamais 30, mais une affaire un peu délicate où les ministres ne sont pas très d'accord, vous pouvez tout à coup avoir beaucoup de monde, et alors là, vous vous dites que là, ça va pas être simple, parce que s'il y a du monde autour de la table, ça va pas être simple. Mais s'ils sont 3 ou 4, c'est bon signe, parce que ça veut dire que tout est très cadré, pouvoir avoir un vrai débat. Et ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, vous recevez un texte, apparemment, il ne pose pas de problème, et d'ailleurs, c'est un texte qui, globalement, ne pose pas de problème. L'administration française n'est pas mauvaise et rédige plutôt bien pour aider, etc. Mais enfin, eh bien, je peux vous dire que je n'ai jamais organisé une seule réunion où je n'ai pas eu 20 questions à leur poser. C'est vous dire que même sur un texte assez simple, il faut comprendre de quoi il s'agit, vous avez toujours des incertitudes, et puis après, il faut expliquer ensuite, quand vous allez passer en section, d'expliquer à vos collègues quand même de quoi il s'agit, il ne faut pas... Voilà. Et donc, vous faites cette réunion, vous envoyez, tout ça se fait maintenant électroniquement, à la section, une semaine avant à peu près la séance, votre projet de rapport et le projet de texte avec les modifications, ce qu'on appelle en mode apparent, bien sûr, pour qu'ils voient bien la différence entre le texte d'origine et vos propositions. Il y a soit le président de la section, soit l'un des 2 présidents adjoints de la section qui joue le rôle de réviseur. C'est-à-dire qu'il ne corrige pas votre note, mais il va vous dire s'il est d'accord ou pas. Ils ne font jamais de notes, en général, en section administrative, mais il va vous appeler au téléphone, vous envoyer un message. Éventuellement, s'il n'est vraiment pas d'accord, il va évidemment vous voir. Mais vous avez parfaitement le droit d'être en désaccord avec lui jusqu'à la fin. Vous n'avez aucune obligation de vous rallier à la position du réviseur.
en général, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup évidemment d'expérience, je veux dire, c'est quand même rare de ne pas être d'accord avec lui, mais enfin ça peut arriver. Et dans ce cas-là, eh bien, le jour de la séance, le rapporteur présente son rapport avec sa proposition, hein, un avis favorable avec des modifications, mais ça peut être aussi un avis défavorable, hein, parce que, pourquoi ? Eh bien, parce que vous considérez que c'est contraire à la Constitution, vous considérez que c'est contraire à la loi, vous pouvez considérer que c'est contraire à un principe général du droit, vous pouvez considérer que c'est contraire au droit de l'Union européenne, qui pour nous est essentiel, hein, joue un rôle absolument essentiel. Hein. Plus de la moitié de la législation française vient de l'Union européenne, hein, donc c'est vraiment très très important. Et aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Hein. Alors, surtout dans les domaines d'ordre public, etc. Mais donc il y a beaucoup de choses à vérifier, hein, pour être sûr. Et puis aussi un travail de légistique, hein, c'est-à-dire que le texte soit le mieux écrit possible. Voilà. Mais si vous êtes en désaccord, il y a un article qui ne va pas, vous avez la possibilité de ce qu'on appelle disjoindre. Disjoindre, c'est-à-dire retirer l'article. Hein, retirer l'article. Alors, vous allez me dire, à la fin, il y a un avis favorable la plupart du temps, avec quelques modifications, ou défavorable, et le gouvernement, évidemment, peut tout à fait faire ce qu'il veut. Nous ne sommes qu'un conseiller. C'est notre fonction consultative, encore une fois, ça n'est pas notre fonction de juge. Évidemment, le gouvernement prend un risque, parce que si vraiment il y a eu un problème de droit important, le fait d'aller plus loin, si ensuite ce texte termine, si c'est un projet de loi, il peut terminer comme une loi au Conseil constitutionnel, et si c'est un décret, eh bien il peut terminer à la section du contentieux du Conseil d'État. Il y a toujours un risque à prendre et en général le gouvernement se range. Mais il peut y avoir des décrets très politiques ou pour des raisons d'affichage, de communication, le gouvernement voudra aller jusqu'au bout, mais évidemment il prendra un risque. Mais retenez que dans l'immense majorité des cas, le rôle de conseiller de l'État est un rôle d'amicus curiae, d'ami. Hein, nous ne sommes pas du tout là pour le juger, nous sommes là pour l'aider, hein, comme un conseiller juridique, exactement. Hein. Le Conseil d'État agissant dans la fonction consultative, c'est le conseil juridique de l'État. Et donc nous ne sommes pas là du tout. Et en général, les choses se passent vraiment très bien. Son intérêt, c'est même de... Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe si le Conseil d'État est d'accord avec certains? Il ne peut pas faire ce que les anglo-saxons appellent le cherry picking. Hein. On ne peut pas saisir une cerise comme ça. Non, non, non. Une fois que le texte qui sort du Conseil d'État, hein, s'il est différent du texte qui est rentré, il y a souvent des petites différences, mais il peut y en avoir plus importantes, il son texte d'origine, le texte. S'il choisit entre les deux, le risque c'est l'annulation puisqu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Hein, il n'a pas le droit. Je ne l'ai pas dit aussi tout à l'heure, si la loi et que le décret n'a pas été soumis au Conseil d'État, il sera annulé au premier contentieux. Vous allez dire, mais comment le savoir et tout? Bien, les avocats, on peut leur faire confiance. Vous imaginez bien qu'un avocat, un bon avocat, quand il attaque un décret, il va faire feu de tout bois, hein, comme on dit en français, et c'est évident que s'il peut le faire annuler parce qu'il n'y a pas eu de saisine du Conseil d'État, évidemment, il le fera, bien évidemment. Donc, on peut faire confiance aux avocats pour chercher absolument tous les moyens de faire annuler un décret. Hein. Voilà donc la fonction consultative. Et je vais revenir rapidement sur la fonction contentieuse pour vous dire, là aussi, comment travaille le rapporteur. Je vous ai présenté globalement la section, les 10 chambres, mais je voulais vous dire en quelques mots comment ça se passe, et notamment préciser la fonction contentieuse du Conseil d'État. Malheureusement, c'est une fonction un peu compliquée. Parce que pour la Cour de cassation française, c'est très simple. La Cour de cassation, comme son nom l'indique, ne fait que de la cassation. Vous allez devant un tribunal, on les appelle maintenant tribunal judiciaire de première instance. Ça peut être éventuellement des juridictions spécialisées, comme les tribunaux de commerce. Ensuite, vous allez devant la Cour d'appel. Et puis, si vous n'êtes toujours pas content, vous allez devant la Cour de cassation, qui est juge de cassation et uniquement juge de cassation. Pour le Conseil d'État, pour des raisons historiques, les choses ne se sont pas passées de la même manière. Nous avons 3 fonctions contentieuses. Traditionnellement, depuis le XIXe siècle, nous étions juges de première et de dernière instance dans presque tous les cas. C'est-à-dire que vous saisissiez le Conseil d'État
presque tous les cas. Alors vous aviez des juridictions de première instance qu'on appelait les conseils de préfecture, mais qui avaient un rôle assez marginal. En fait, il faut attendre 1953, quand on transforme ces vieux conseils de préfecture en tribunaux administratifs, et là, le Conseil d'État va devenir, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, le juge d'appel. Vous alliez devant le tribunal administratif, et puis ensuite, en appel, pas en cassation, vous alliez devant le Conseil d'État. Et puis, le contentieux devenant de plus en plus important, on a créé en 1999, pardon, 98-99, on a créé les cours administratives d'appel. Eh bien, ces cours administratifs d'appel, il y en a 9. Vous avez 42 tribunaux administratifs, vous avez quelques juridictions administratives spécialisées. Au-dessus, vous avez 9 cours administratifs d'appel, il y en avait 8 longtemps, une 9e récemment, et le Conseil d'État en cassation. Mais cela, ça représente à peu près 85% de nos affaires. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup rapproché de la Cour de cassation. Nous sommes devenus dans à peu près 85% des affaires un juge de cassation. Bien. Et le parcours normal, je ne rentre pas dans les complications, c'est tribunal administratif, cour administrative d'appel et Conseil d'État, ce qui ressemble beaucoup avec le Maroc, sauf que c'est la Cour de cassation tout en haut, comme Moulay l'a rappelé tout à l'heure. Mais à côté de ça, pour les étudiants, c'est affreux. Nous sommes également juges de première et de dernière instance. Pour quel texte? Eh bien, écoutez, essentiellement, les décrets et les textes réglementaires de portée nationale. Mais essentiellement, retenez les décrets. Si vous attaquez un décret, vous n'allez pas devant le juge administratif de première instance. Non, non. Conseil d'État en première et dernière instance. Et puis, si vous voulez encore compliquer les choses, j'aurais préféré ne pas vous le dire, mais je sens que vous êtes intéressés. De toute façon, c'est toujours les exceptions et les complications qui sont intéressantes. Nous sommes également juges d'appel. Juges d'appel dans quel cas? Eh bien, à peu près 5%, à peu près 85% juges de cassation, à peu près 10% juges de première et dernière instance, à peu près 5% en appel. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont les élections locales, les élections municipales et les élections départementales qui ont lieu tous les 6 ans. Donc c'est un contentieux épisodique, c'est pas tout le temps, c'est tous les 6 ans, où là vous avez beaucoup de recours pour les perdants, évidemment, qui attaquent. Et donc là, c'est le tribunal administratif en première instance, et pour des raisons historiques que j'ignore, nous sommes juges d'appel évidemment, et de dernier appel, évidemment. Donc c'est compliqué, surtout ne retenez pas tout ça, retenez essentiellement que nous sommes juges de première et dernière instance dans 10% des cas, un peu comme la Cour de cassation marocaine d'ailleurs. J'ai regardé, j'ai vu que les décisions du Premier ministre sont attaquées en première et dernière instance. Vous voyez, c'est la même logique. Un texte de portée nationale, vous n'allez pas l'attaquer devant le tribunal administratif de Bordeaux. Vous allez directement. Eh bien, c'est la même logique que devant la Cour de cassation du Maroc. La Cour de cassation du Maroc, sous le contrôle de Moulay et votre contrôle à tous, c'est une juridiction de cassation, comme son nom l'indique. Elle est quand même une juridiction de première et dernière instance pour les actes du Premier ministre. Retenez que c'est la même logique, c'est la même chose à peu près. Voilà. Alors, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, ça se passe de la manière suivante. Lorsque une affaire arrive au greffe central de la section du contentieux, alors si c'est un décret, c'est en première instance, mais dans la plupart des cas, ça va être en cassation, un pourvoi en cassation, eh bien, cette affaire va être attribuée à une chambre. Alors, comme je vous disais, il y a des domaines où, forcément, c'est la chambre X ou Y qui va être compétente, parce qu'il y a des domaines où une seule chambre s'en occupe. L'agriculture, c'est forcément la 3e. Les marchés publics, c'est forcément la 7e chambre. Voyez. Mais si, par exemple, c'est la fonction publique, alors là, cela dépend. La fonction publique territoriale, c'est toujours la 3e chambre. La fonction publique nationale, ça peut être plusieurs chambres. Donc voilà. Mais en tout cas, lorsque l'affaire a été attribuée à une chambre, évidemment, il y a une volonté d'équilibre. À peu près, chaque chambre a à peu près 500 affaires en stock. L'idée, mais il y a des chambres qui peuvent avoir un peu plus de travail, mais il y a quand même une volonté, évidemment, de répartir la charge de travail. Mais lorsque l'affaire est attribuée alors c'est le président de chambre qui la reçoit, eh bien, il va choisir un rapporteur. Un rapporteur, ça ne se négocie pas avec le président de chambre. Vous recevez électroniquement, tout se fait électroniquement. Voilà, vous êtes rapporteur dans telle affaire. Bon. Et donc, eh bien, le rapporteur, il va préparer
un rapport, comme son nom l'indique, avec un projet de décision. Et ensuite, eh bien, cela va passer dans une séance de la Chambre qu'on appelle la séance d'instruction, où là, nous sommes tous là, une quinzaine, hein, et on va discuter de l'affaire, de quelle va être la position de la Chambre. Et ensuite, eh bien, l'affaire va être jugée. Ce que l'on peut dire, c'est que lorsqu'une affaire est relativement simple et qu'elle va être jugée en chambre jugeant seul, en général, elle ne va pas passer en séance d'instruction. C'est assez rare. En général, quand on décide, c'est évidemment le président ou un président adjoint de passer une affaire en séance d'instruction, donc où la Chambre se réunit, hein, va discuter très librement, hein, et on vote hein, éventuellement, et le président n'a de voix prédominante que s'il y a une répartition hein, égale. Hein, il n'y a pas du tout de... Et eh bien, lorsqu'une affaire semble mériter une Chambre réunie, encore plus la section ou l'Assemblée du contentieux, là, elle sera en général discutée en séance d'instruction. Chaque semaine, on a une séance d'instruction et on discute en général 3, 4 ou 5 affaires, hein, en général. Mais comme vous voyez, c'est une minorité des affaires qui vont passer. La grande partie des affaires, le rapporteur va l'envoyer donc à son président, et là vous avez, c'est le même système que dans les sections administratives, vous avez le président qui est un réviseur ou l'un de ses adjoints qui va donc réviser. Il ne corrige pas votre note, mais il fait sa propre note. Et là c'est systématique au contentieux, on fait une note, et il peut y avoir des accords, très souvent accords, mais éventuellement désaccords bien sûr, ou alors il complète, ou alors il estime que ça mérite une discussion, etc. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un autre protagoniste, c'est le rapporteur public. Lui, évidemment, il va aussi donner son avis, il va recevoir la note du rapporteur, il va recevoir la note du réviseur, il va assister à la séance d'instruction si l'affaire passe en séance d'instruction, mais même si elle n'y passe pas, on lui envoie forcément les notes, et donc il va dire éventuellement « je suis d'accord » ou pas. Donc, je dis toujours au Conseil d'État, c'est ceinture et bretelles. Vous savez, c'est une formule familière pour dire qu'on prend toutes les précautions. Vous voyez, avec une ceinture et des bretelles, vous êtes sûr que le pantalon ne va pas tomber. Bon, eh bien, au Conseil d'État, c'est très largement cela. C'est-à-dire que vous avez le travail du rapporteur, vous avez le travail du réviseur, vous avez le rapporteur public qui regarde. Il peut y avoir des accords, mais au moins il a regardé, il va dire, et souvent c'est utile d'avoir ce regard. Hein. On n'est pas là pour se battre, hein. On est surtout là pour essayer de trouver la meilleure solution et surtout cohérente avec la jurisprudence. Ensuite, s'il y a la séance d'instruction pour les affaires et si vous avez la chambre réunie, vous avez une autre chambre. Je vous ai dit, on est 9. Il y en a 4 de chambres, eux ils débarquent, ils ne sont pas forcément du même avis que vous, ils n'ont pas travaillé, eux ils ont découvert l'affaire 3 jours avant, on leur a envoyé le projet, voilà. Et puis alors si ça monte encore plus haut, vous imaginez, il y a encore plus de monde pour regarder. Donc je pense qu'une des grandes qualités du travail, de l'organisation du travail au Conseil d'État, c'est vraiment ce côté ceinture et bretelles où interviennent, c'est un travail extrêmement collégial, et il faut accepter d'être critiqué, critiquer que quelqu'un ne soit pas d'accord. Et c'est l'expérience, hein, évidemment, de beaucoup. Parce que les bases de données, évidemment, c'est utile et elles sont vraiment formidables, les bases de données de la juridiction administrative, la base Ariane, comme nous l'appelons. Mais il est évident qu'il peut toujours y avoir des affaires où c'est très difficile, par les mots-clés, de retrouver des vieilles choses qu'on a pu juger. Et je crois que le plus grand risque, je dis souvent, mais évidemment c'est une plaisanterie, que pour une juridiction administrative suprême, le grand risque, c'est pas de dire une bêtise, c'est de faire des incohérences. Hein, voilà. Alors évidemment, c'est très important de ne pas dire de bêtises, mais je veux dire par là que ce qui est le plus délicat, le plus compliqué, c'est que la jurisprudence soit cohérente. Quand vous rendez 5000 décisions par an et que vous avez un stock de décisions datant des affaires depuis le début du XXe siècle, eh bien, il faut quand même faire attention à ce que vous jugez et surtout éviter les incohérences, ou si vous décidez de faire un renversement de jurisprudence, il faut en être conscient. Cela arrive parce que le Conseil d'État n'hésite pas à modifier sa jurisprudence. Alors vous allez dire, mais comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, parce qu'au Conseil d'État, il y a quelque chose de très important. Tout ça est maintenant publié électroniquement. Il y a une partie papier, mais essentiellement électroniquement. Eh bien, il y a les décisions, il y a les conclusions des rapporteurs publics qui sont de plus en plus publiées, mais vous avez également ce que l'on appelle le fichage. Le fichage, ce sont les décisions les plus importantes.
peut-être 5% du total, hein. Mais ces décisions, elles sont fichées. Alors, soit on les appelle au recueil, ça veut dire qu'elles sont intégralement publiées, soit on les appelle au table, c'est-à-dire uniquement des extraits sont publiés. Mais ce qui est important dans le fichage, c'est que l'on va identifier donc les parties que l'on considère importantes et méritant d'être donc soulignées, puisqu'elles vont être appelées donc A ou B, au recueil ou fiché. Mais même pour une affaire dite au recueil, vous avez également une sorte de fichage qui vous donne des mots-clés, qui vous donne les extraits les plus importants. Et puis, vous avez en dessous comp, ça veut dire comparer avec d'autres affaires qui ont été rendues, qui n'étaient peut-être pas exactement pareilles, mais on a choisi la même solution ou une solution différente. Mais vous avez aussi abjuré. Ça veut dire un renversement de jurisprudence. Il est tout à fait accepté. Hein. Vous avez la décision précédente, peut-être qui datait de 20 ans, mais parfois ça peut être plus court, ou 50 ans. Et là, si vous avez abjure, et ça c'est public, hein, vous l'avez sur la base publique du Conseil d'État, hein, Ariane Webb, hein, quelqu'un peut consulter, et pour avoir qu'il y a eu un renversement de jurisprudence, il n'y a pas de honte pour le Conseil d'État à considérer que soit le temps a évolué, soit etc., ou qu'après tout, c'était peut-être pas une bonne solution, hein, ça peut arriver, les juges sont des êtres humains, hein, ils peuvent parfois regretter, et donc, voilà, donc, si vous allez sur Internet, vous allez sur Ariane Webb, et vous avez les affaires, et évidemment, il faut avoir un numéro d'affaires, hein, mais vous pouvez avoir par les mots-clés, hein, si par exemple, vous cherchez tel domaine de fonction publique, d'égalité homme-femme dans la fonction publique, etc., eh bien, en mots-clés, entre guillemets, vous allez avoir évidemment énormément de décisions qui vont tomber, mais vous pouvez faire une sélection, puisque vous pouvez choisir les décisions, vous pouvez choisir que les conclusions, mais vous pouvez choisir aussi ce qu'on appelle analyse. Analyse, c'est ce fameux fichage. Là, vous avez les décisions les plus importantes. Il est évident que si vous faites une recherche et que vous voyez qu'il y a 200 décisions, ben vous allez prendre analyse. Et analyse, vous allez en avoir une vingtaine au maximum, peut-être même une dizaine. C'est déjà une bonne porte d'entrée pour essayer de comprendre un sujet, parce que vous allez avoir les affaires les plus importantes et vous allez avoir des informations très importantes, je vous l'ai dit, une comparaison avec d'autres affaires, éventuellement un retournement de jurisprudence avec ces fameuses lettres abjure. Ça s'arrête à R, mais ça veut dire abjurer, hein, c'est-à-dire donc changer d'avis. Hein. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de passer, si vous en êtes d'accord, mais s'il y a des questions, on peut les prendre maintenant ou tout à l'heure, au sujet qui était quand même l'un des sujets du jour avec le patrimoine, qui était l'environnement. Et Moulay m'a demandé aussi, bien sûr, de vous présenter le Conseil d'État, mais également de vous parler de l'environnement au Conseil d'État. Alors, évidemment, je ne peux pas vous parler globalement de ce qu'est la défense de l'environnement dans la jurisprudence du Conseil d'État. Vous imaginez qu'on aurait besoin de journées entières, surtout que ce rôle, il est joué au contentieux, mais il est joué aussi en section administrative. Je vous disais tout à l'heure que la section des travaux publics est notamment compétente pour les textes en matière d'environnement, les parcs naturels par exemple, mais aussi le contrôle technique des véhicules. C'est évidemment une question de sécurité routière, mais c'est aussi évidemment une question d'environnement, avec les pots d'échappement, etc. Donc, on a beaucoup de textes en matière environnementale à la section des travaux publics. Mais j'ai préféré vous parler uniquement du contentieux. Je crois que le contentieux, c'est plus parlant. Puis là, on juge. Et là, on peut bien comprendre. Et en plus, sur des sujets, au moins les deux premiers, qui intéressent de très près le Maroc, puisqu'il s'agit, comme tout État d'ailleurs, tout État industriel, de la qualité de l'air et du réchauffement climatique. Mais je vous parlerai d'une troisième jurisprudence récente qui illustre le rôle que joue le Conseil d'État, qui est une affaire en matière de pêche et en matière de protection des dauphins dans le golfe de Gascogne. Golfe de Gascogne, hein, c'est ce qui va du sud de la France jusqu'à la Bretagne. Il y a une zone de pêche très importante avec des problèmes, avec beaucoup d'associations de protection des animaux qui jouent un rôle très important. Mais
Aujourd'hui, devant le Conseil d'État au contentieux, les associations environnementales sont extrêmement actives. Je veux dire, quasiment plus aucun projet ne peut se faire sans qu'il y ait un recours. Sans qu'il y ait un recours, c'est devenu, il y a une vous avez compris, judiciarisation de la société. Il y a de plus en plus de recours. Autrefois, les gens hésitaient beaucoup à aller devant le juge. Désormais, on n'hésite plus. Et évidemment, les associations, c'est leur arme, c'est leur arme essentielle, c'est d'aller devant le juge administratif pour les associations d'environnement pour essayer d'obtenir gain de cause, évidemment. Et je vais donc vous prendre ces 3 sujets tout à fait récents, et je crois qu'ils illustrent bien les pouvoirs dont disposent les compétences, dont dispose la juridiction administrative en France, pouvoir qu'elle n'a d'ailleurs pas toujours eu, mais j'aurai l'occasion au fur et à mesure de vous en parler. Alors, la première saga, parce que c'est une véritable saga dont je vais vous parler, c'est à propos des émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, et c'est ce qu'on appelle la saga Grande Sainte. Alors, je vais vous dire pourquoi Grande Sainte, pas sainte comme une sainte qui est religieuse. Sainte, c'est le nom d'une commune, en fait, Grande Sainte, S-Y-N-T-H-E, une commune complètement inconnue de la France entière, jusqu'à ce qu'il y ait donc cette véritable saga contentieuse. Et c'était donc le premier contentieux climatique en France. Donc voilà, c'est évidemment important. Alors, eh bien, c'est une pièce en 3 actes. Je crois que celle-ci est en 3 actes, autant que je me souvienne, et que c'est la deuxième saga qui est en 5 actes. C'est ça. C'est une pièce en 3 actes. Et il va donc y avoir 3 décisions du Conseil d'État. Première décision, Grande Sainte, du 19 novembre 2020. Acte 1. Acte 1. Alors, au départ, il y a des textes que le Maroc connaît très bien. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention de Rio de 1992. Il y a eu l'accord de Kyoto de 97, mais désormais il est un peu un accord historique, parce que ce qui compte aujourd'hui, dans la mise en œuvre de la Convention de Rio, c'est les accords de Paris de 2015. Et sauf erreur, le Maroc est parti aux accords de Paris, comme la France, donc. Ce contentieux intéresse évidemment par comparaison aussi le Maroc. Alors, qu'est-ce que prévoient ces différents textes ? Eh bien, ils prévoient que les États parties vont prendre des engagements pour lutter contre le changement climatique, le réchauffement de la planète, notamment en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous rappelle que les gaz à effet de serre, ça n'est pas rien, puisque à partir du moment où vous avez émis un gaz à effet de serre, alors ça se compte en milliers de tonnes, on va le voir, par le transport, par le logement, il reste 100 ans dans l'atmosphère. Donc voilà, tout gaz qu'on a émis aujourd'hui, là on en a émis évidemment, 100 ans dans l'atmosphère. Donc vous pouvez prendre tous les tests que vous voulez, mais en attendant, ils sont là pour 100 ans, ce que vous avez émis. Alors, pourquoi la Grande Sainte ? Eh bien tout simplement parce que au départ, vous avez une commune, Grande Sainte, complètement inconnue des Français, qui se trouve à l'extrême nord de la France, près de Dunkerque, donc vraiment la frontière nord, face à l'Angleterre, tout près de la Belgique. Et cette commune, conseillée par des avocats en matière d'environnement, évidemment, cette commune, qui a été soutenue d'ailleurs par la ville de Paris et plusieurs associations d'environnement, a attaqué devant le Conseil d'État le refus du pouvoir exécutif, je laisse de côté le Premier ministre, du pouvoir exécutif, de prendre toutes les mesures nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national, de manière à respecter les engagements. Alors on va voir pourquoi il y a ces fameuses courbes à respecter. Et par une première décision, donc, puisque le Conseil d'État a été saisi, la première question qu'il fallait se poser, c'était pas la question de savoir si la commune avait raison ou tort. La première question, c'était de savoir si le recours était recevable. Parce que autant vous dire que le Premier ministre a tout de suite dit mais ce recours est irrecevable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en France, je pense que c'est pareil au Maroc, il n'y a pas ce que l'on appelle l'actio popularis. L'actio popularis, vous savez, c'est évidemment une expression latine qui veut dire que toute personne peut un peu attaquer tous les actes administratifs qu'elle veut, au fond, pour défendre l'intérêt général. Ça n'est pas si simple, et on veut limiter, sinon évidemment on aurait beaucoup trop de recours, et donc on exige
un intérêt pour agir qui est plus ou moins ouvert, ça dépend des domaines, etc. C'est un domaine très compliqué de la jurisprudence. Et en tout cas, puisqu'il n'y a pas d'actio popularis, ce que disait le Premier ministre en défense devant le Conseil d'État, ou le ministre de l'Environnement, ou les deux, c'était de dire « Mais écoutez, la commune de Grande-Synthe est peut-être menacée par le réchauffement climatique, mais elle est menacée comme toutes les communes de France. Et donc, elle n'a pas de préjudice spécial qu'elle pourrait invoquer. » Alors le Conseil d'État, lui, n'a pas suivi. Il a considéré que le recours était recevable en considérant que le secteur dans lequel se situe la commune de Grande-Synthe, sur les bords de la mer du Nord, eh bien, est identifié par les organismes d'environnement international, je ne rentre pas dans les détails, par les scientifiques, comme relevant d'un indice d'exposition au risque climatique qualifié de très fort. Et c'est ainsi que la commune de Grande-Synthe expliquait que comme elle était proche du littoral, qu'elle était vraiment au ras de la mer, elle était exposée à moyen terme, si vous voulez, d'ici quelques années, à des risques accrus et élevés d'inondations, à de fortes sécheresses, avec toutes les conséquences que nous connaissons du réchauffement climatique, notamment également la dégradation des ressources en eau potable. Voilà. Le Conseil d'État, donc, a considéré que, compte tenu effectivement de ces conséquences inéluctables du réchauffement climatique, compte tenu du fait que la commune était placée dans une zone particulièrement à risque, eh bien, cette commune avait un intérêt pour agir. Il faut être honnête, cela représente une évolution de la jurisprudence du Conseil d'État. Normalement, le Conseil d'État aurait déclaré irrecevable dans le passé en considérant que cette commune avait peut-être quelques particularités, mais était une commune parmi d'autres. Le réchauffement climatique, ça concerne absolument, d'ailleurs au-delà des frontières, mais pour commencer par la France, toutes les communes de France, et en tout cas beaucoup de communes qui sont au bord du littoral. Donc il y a eu une volonté de faire évoluer la jurisprudence, d'insister sur les particularités de la commune de Grande-Synthe, mais tout de même, c'est une évolution de la jurisprudence. Alors une fois que le Conseil d'État avait admis la recevabilité du recours, eh bien, il fallait examiner si oui ou non Grande-Synthe avait raison et que le refus d'agir de l'exécutif était justifié ou pas. Alors, le Conseil d'État a rappelé que la Convention de Rio des Nations Unies, la Convention de 92, eh bien, sur les changements climatiques, prévoit que l'objectif ultime est de stabiliser donc les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche les perturbations du climat. Ça, c'est l'objectif. Et si on prend l'accord de Paris, donc, qui est l'accord le plus récent de 2015, pour mettre en œuvre donc, la Convention de Rio, le protocole de Kyoto, c'était une étape intermédiaire. Maintenant, c'est le protocole, l'accord de Paris. Et donc cet accord de Paris, ce qu'il a prévu, c'est d'essayer de stabiliser l'augmentation de la température de 1,5 degré, en tout cas en dessous de 2 degrés de plus que la température à l'âge pré-industriel, c'est-à-dire du 19e siècle, du début du 19e siècle. L'idée, c'est d'essayer, et le problème, c'est évidemment qu'avec les évolutions actuelles, si on ne fait rien, ça ne se passera pas du tout de cette manière. Alors, en vue d'atteindre cet objectif, disons dans le meilleur des cas, plus 1,5 degré par rapport à la température de la planète avant le début de l'industrie, c'est-à-dire au début du 19e siècle, eh bien, les parties à l'accord de Paris s'engagent à plafonner au niveau mondial, dans les meilleurs délais, leurs émissions de gaz à effet de serre, plafonner dans un premier temps, et ensuite à opérer des réductions, parce que si on ne opère pas des réductions, eh bien, on va dans le mur au niveau du réchauffement climatique. Première constatation du Conseil d'État. Deuxième constatation du Conseil d'État, enfin deuxième partie du jugement, eh bien, là, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut savoir que pour la France, la France est membre de l'Union européenne. L'Union européenne joue un rôle très important. Beaucoup de compétences ont été dévolues à l'Union européenne. Et donc, si on prend par exemple la législation en matière d'environnement, une immense partie
est désormais décidé au niveau de l'Union européenne et ensuite mis en œuvre au niveau des États membres. C'est le cas pour les accords de Paris. Pour les accords de Paris, eh bien, l'Union européenne a donc adopté des textes pour mettre en œuvre les engagements pris par les parties. Les États y sont partis de l'Union européenne, mais aussi l'Union européenne, et donc d'atteindre ce fameux 1,5 degré de plus au maximum. Et donc, l'Union européenne a adopté de ce qu'on a appelé 2 paquets. Les paquets, c'est des ensembles de textes qu'on a appelé paquet énergie-climat et qui prévoit, le premier paquet d'ici à 2030, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne de 30% par rapport à 2005, ce qui représente 40% par rapport à 1990. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans de la stabilisation, on est vraiment dans la réduction. Comme vous savez, les pays industriels ont des engagements, et c'est normal, beaucoup plus forts que les pays en voie de développement, évidemment. Et donc l'Union européenne, en plus, qui est très allante sur le sujet, plus que les États-Unis, comme vous le savez, eh bien, s'est engagée à des réductions assez fortes, qui d'ailleurs ont été encore durcies récemment. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Si on prend la France, par exemple, eh bien, ce premier paquet, ça représente une réduction de 37% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc de 2005 à 2030, 25 ans, c'est pas beaucoup, et nous sommes déjà en 2014, eh bien, il faut une diminution de 37%. Les gaz à effet de serre, je vous rappelle, c'est toutes les activités humaines, bien sûr, qui en produisent. Bien sûr, le chauffage, les transports, l'énergie, l'agriculture, pratiquement toutes les activités humaines, plus ou moins, mais les secteurs principaux, c'est certainement le transport, le chauffage, l'agriculture, voilà, l'énergie aussi est un secteur qui consomme beaucoup, évidemment, puisque le gaz, le pétrole, de serre. Autre constatation du Conseil d'État, c'est que ces engagements, donc ces paquets communautaires, donc c'est une réglementation obligatoire pour les États membres, a ensuite été relayé dans des textes nationaux pour la mise en œuvre. Et c'est dans le Code de l'énergie, eh bien, vous savez, on n'a pas fait preuve de beaucoup d'imagination, on a transposé les engagements pris par l'Union européenne et les obligations, et nous avons dans le Code de l'énergie, eh bien, un engagement de réduire, les émissions de gaz, comme je vous le disais, on est même allé au-delà de 37, de 40% entre 1990 et 2030. Et l'idée, c'est d'atteindre la neutralité carbone, de ne plus produire de gaz à effet de serre en 2050, ce qui évidemment est un engagement d'ailleurs dont on n'est pas absolument sûr qu'il sera tenu. Alors, c'est là où interviennent ces idées de courbe, parce que il est évident qu'on ne va pas attendre le dernier jour du délai de 2029 pour dire tiens, on va regarder où on en est. Évidemment, la réglementation française, pour la mise en œuvre de ces engagements extrêmement contraignants, a prévu pour chaque période de 5 ans ce qu'on appelle des budgets carbone. Alors, ce n'est pas des budgets financiers, mais c'est des budgets carbone avec des plafonds nationaux français d'émissions maximales. Évidemment, des plafonds qui diminuent de plus en plus pour qu'on arrive à moins 40% en 2030. Et si vous voulez prendre les quantités que ça représente, eh bien, pour la première période 2015-2018, le premier budget carbone a fixé une valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre, donc en fait c'est des équivalents dioxyde de carbone pour parler scientifiquement, de 442 millions de tonnes. Le deuxième budget carbone 2019-2023, 399 millions de tonnes. Le troisième 2024-2028, 358 millions de tonnes. Le quatrième 2029-2033, 300 millions. Le problème, c'est qu'il y a aussi la croissance économique qui monte, c'est-à-dire qu'il y a une diminution très forte des émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps, on espère bien que la croissance économique va être au moins d'1-2%. Et donc, on voit bien que c'est encore plus contraignant si on pense au développement économique et à l'augmentation de la population, qui augmente moins que dans d'autres pays, mais enfin qui continue à augmenter. Il est évident qu'avant cette décision que le Conseil d'État a rendue en 2020, cet arrêt, si vous voulez, on dit décision du Conseil d'État, mais c'est un arrêt, eh bien,
le Conseil d'État aurait rejeté le recours de la commune de Grande-Synthe. Je vous l'ai dit, il l'aurait déjà rejeté pour des questions de recevabilité, mais il l'aurait certainement rejeté sur le fond. Pourquoi? Eh bien, parce que très probablement, si on voit sa jurisprudence antérieure, qui ne portait pas sur le même sujet, mais qui portait sur des programmes comme ça, avec des objectifs, le Conseil d'État aurait considéré que ces objectifs, avec ces budgets, étaient uniquement programmatiques. Hein. C'était des engagements, des programmes que le pouvoir exécutif, mais que le pouvoir exécutif ne pouvait pas être sanctionné par le juge pour ne pas avoir respecté chaque programme. Hein. Bien sûr, à la fin, il aurait pu être sanctionné pour la fin, mais que sur le rythme de réduction, tout ça était à but purement de programme, et certainement que le Conseil d'État aurait jugé, je le pense, jusqu'à cette décision, c'est pour ça qu'elle est très importante, autant vous dire qu'elle est ce qu'on appelle au recueil et fichée sur tous ces sujets, parce que le Conseil d'État va donc certainement franchir un pas en considérant que dans le Code de l'énergie, c'est pas le Conseil d'État qui a inventé les budgets, c'est pas le Conseil d'État qui a inventé 440 millions de tonnes et tout ça. Ça, c'est dans le Code de l'énergie. Donc c'est la France elle-même qui s'est imposée. Mais le Conseil d'État en a tiré des conclusions qu'il n'aurait pas peut-être tirées avant. Il a dit, eh bien écoutez, ce programme, vous y êtes tenu. Vous êtes tenu, et donc un requérant qui a un intérêt pour agir, comme la commune de Grande-Synthe, doit pouvoir faire vérifier si vous avez respecté vos engagements, et s'ils n'ont pas été respectés, si vous avez des mesures en préparation, etc. Et le Conseil d'État, eh bien, il a relevé, à la fin, nous étions en 2020, le premier budget était terminé, c'était le budget carbone 2015-2018. Eh bien, je vous rappelle, il était d'à peu près 440 millions de tonnes, et le Conseil d'État a considéré que, a constaté que ce premier budget avait été très largement dépassé, puisqu'il prévoyait à peu près 440 millions de tonnes d'émissions à la fin de la période, et il y avait 62 millions de tonnes de trop. Donc on était à plus de 500 millions de tonnes, ce qui représentait en fait une baisse moyenne de 1%, alors qu'il y avait un engagement de baisse de 2,2%. Le Conseil d'État a également relevé que pour la deuxième période, nous étions au milieu de la deuxième période, puisque c'était 2019-2023, et le Conseil d'État était en train d'examiner tout ça en 2019. Et il a constaté que le plafond qui avait été prévu avait été remonté. Le gouvernement, par prudence, s'était dit oh là là, les choses commencent mal, on est mal barré, parce qu'évidemment, il faut des mesures très impopulaires, par exemple limiter la circulation automobile dans les centres-villes, pour prendre le cas le plus connu. Et le gouvernement avait remonté le deuxième budget, qui était je ne sais plus de combien, mais ce budget, le deuxième était prévu à 399, il l'avait remonté à 422, comme ça, en disant là on ne pourra pas m'embêter, à 422, mais ce qui évidemment introduisait un décalage, parce qu'il n'avait pas limité, en revanche il n'avait pas revu à la hausse les autres budgets, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc on avait une hausse où au fond l'effort était toujours renvoyé à l'avenir, toujours à l'avenir. Vous savez, en France, on a le coiffeur qui a mis à l'extérieur de sa boutique « Demain, on rase gratis ». C'est-à-dire, demain, ça sera gratuit, mais évidemment, le panneau c'est toujours demain. Alors là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, demain, les efforts, c'est pour demain, et on renvoie toujours les efforts, puisque l'objectif, à la fin, est toujours le même. Les 3 derniers budgets d'émissions de gaz, ce sont toujours les mêmes. On termine à 300 millions de tonnes, sauf qu'entre-temps, on a augmenté le deuxième. Évidemment, on se dit, mais comment vous allez pouvoir tenir vos engagements? Non seulement le premier budget est dépassé très largement, de 15%, je crois, mais le deuxième, vous avez pris la précaution de l'augmenter de 23 ou 24 millions de tonnes. Oui, mais à la fin, c'est 300 millions de tonnes maximum en 2030 ou 2033. Comment vous allez faire? Alors, dans ces conditions, le Conseil d'État a considéré, c'est ce qu'on appelle un arrêt avant dire droit, qu'il n'était pas en mesure. On avait beaucoup parlé de recevabilité, on avait beaucoup parlé du caractère ou non obligatoire des engagements par budget. Donc le Conseil d'État a donc sursis à juger, à statuer, et le Conseil d'État a donné un délai pour le gouvernement, mais évidemment aussi pour la mairie, la commune, etc., pour dire, écoutez, comment
comment est-ce que vous allez faire avec ce dépassement du premier budget, avec ce deuxième budget que vous avez augmenté par précaution, comment vous allez faire pour que la courbe, la trajectoire, on l'appelle la trajectoire, vous voyez, qui est comme ça, comment vous allez faire pour arriver aux 300 millions de tonnes, puisque l'effort est toujours, enfin, pas tout l'effort, mais une grande partie de l'effort, c'est pour demain, hein, c'est pour demain ou après-demain. Première décision, donc, sur qui a statué. Les partis sont invités à expliquer au Conseil d'État, et surtout le gouvernement, hein, comment est-ce que vous comptez faire pour respecter vos engagements après le dépassement du premier budget et l'augmentation que vous avez prévue dans le Code de l'énergie du deuxième budget. Et on arrive à l'acte 2, la décision Grande Sainte 2. On est en 2021, le 1er juillet 2021, ce sont les mêmes partis, c'est le même litige qui continue, mais le Conseil d'État a reçu les mémoires du gouvernement, les associations, enfin la commune et les associations et la ville de Paris qui est au soutien de la commune ont commenté évidemment, hein, puisque tout ça est contradictoire, et le Conseil d'État donc maintenant a tout sur la table pour décider si oui ou non le pouvoir exécutif avait raison, puisque je vous rappelle que c'est ça le litige, de refuser, enfin de rejeter la demande de la commune de Grande-Sainte, de prendre toutes les mesures utiles pour respecter cette fameuse trajectoire et respecter les engagements internationaux, européens et du Code de l'énergie de la France. Alors, le Conseil d'État, dans cette deuxième décision, le 1er juillet 2021, ce deuxième arrêt, hein, eh bien, il va constater qu'il faut reconnaître que la France est un très bon élève parmi les pays industrialisés. Vous savez que ça tient beaucoup à l'énergie nucléaire, qui ne produit pas de gaz à effet de serre, hein, et donc c'est évidemment la France. Dans le monde, c'est le pays où l'énergie nucléaire représente la plus grande proportion de l'électricité, hein, pratiquement 80% de l'électricité française. Le reste, c'est l'hydraulique. Il n'y a pratiquement pas, sauf pendant des périodes de froid l'hiver, où on va faire marcher des centrales au pétrole et au charbon. On en a réouvert une, mais c'est très peu. Donc, on ne produit pas. C'est la grande différence avec pratiquement tous les pays qui nous entourent, hein. Et donc, si vous prenez le bilan de la France, mais là, je ne parle pas du bilan carbone, je parle d'un bilan plus global, il faut reconnaître que la France est un excellent élève en matière de dioxyde de carbone. Parce que nous produisons, en 2018, 5 tonnes par habitant par an. L'Union européenne, la moyenne, c'est 6,9 tonnes. La Chine, c'est 8,1. Et alors les États-Unis, vainqueurs toute catégorie, 16 tonnes par habitant, hein. Donc chaque Français, chaque année, envoie dans l'atmosphère, hein, 5 tonnes par habitant, chaque tonne. Les Américains, plus de 3 fois plus, 16. Ça me rappelle un dessin où on voyait un monsieur, il y a au moins 30 ans, dans une grosse voiture, hein, qui polluait. On voyait, il y avait un gros cabriolet, là, une très belle voiture, et il était avec un ami, et lui était au volant, et il disait à cet ami à côté de lui, je sais, je gaspille les ressources de la Terre, mais j'ai les moyens. Voilà, voilà, c'est un petit peu ça, les États-Unis. Alors, plus sérieusement, le Conseil d'État, après avoir donné un satisfecit à la France sur le bon élève, là, il est arrivé ensuite aux constatations plus désagréables. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Eh bien, il a constaté que pour l'ensemble des organismes publics indépendants, le Conseil d'État, c'est pas un scientifique, hein, il y a tous les avis des organismes scientifiques français, européens, internationaux. On les compare, ils ne sont pas toujours d'accord, mais enfin, il y a quand même des grandes tendances. Et il va constater que tous ces organismes estiment qu'en France, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est trop lente, est insuffisante, et qu'on n'arrivera pas à atteindre l'objectif de moins 37 ou moins 40% en 2030. Hein. Et cette insuffisance est encore plus manifeste si on prend en compte le deuxième paquet de mesures de l'Union européenne. Je crois qu'il a été adopté il y a peu de temps, sauf erreur, où on a encore aggravé, si vous voulez, enfin durci les engagements, puisque je vous rappelle que l'Union européenne avait pris un engagement de moins 40%, hein, d'ici 2035, par rapport à 1990. Cet engagement est passé à 55%, moins 55%. Et pour la France, eh bien, on était à moins 37% entre 1990 et 2035,
ou 2030, pardon, et c'est maintenant 47%, donc moins 47%, donc évidemment, il y a un durcissement. À l'époque, c'était encore en cours d'adoption, mais c'était pratiquement imminent. Alors, ce constat de la nécessité d'une augmentation des efforts pour atteindre les objectifs fixés en 2030 et l'impossibilité en réalité d'y arriver avec les mesures adoptées en 2018-2020, eh bien, a amené le Conseil d'État à considérer que le rejet de la demande de la commune de Grande-Synthe de prendre des mesures pour pouvoir respecter la trajectoire à laquelle la France elle-même s'était engagée était donc illégal, contraire à nos engagements, au Code de l'énergie, contraire à la réglementation de l'Union européenne en particulier, et a donc annulé le refus de prendre des mesures. Au fond, le ministre de l'Environnement ne le contestait pas vraiment parce qu'il insistait beaucoup sur les mesures qui étaient en train d'être adoptées. Donc, si vous insistez sur les mesures qui sont en train d'être adoptées, c'est que vous reconnaissez que les mesures qui ont déjà été adoptées étaient insuffisantes. Donc, ce constat et donc annulation donc, de la décision de rejet de la demande de la commune de prendre des mesures supplémentaires pour que la France respecte ses engagements en matière des réductions des gaz à effet de serre. Et pendant très longtemps, tout se serait arrêté là, puisque le Conseil d'État n'avait pas de compétences pour adresser des injonctions à l'administration. Mais depuis 1995, le Conseil d'État a la possibilité d'adresser des injonctions et en plus de mettre des astreintes, éventuellement, si ces injonctions ne sont pas respectées. Et donc, utilisant cette compétence, qu'il utilise beaucoup, il ne l'a pas du tout utilisée spécialement pour là, mais vous verrez que c'est un cas assez emblématique, le Conseil d'État ne se contente pas d'annuler la décision de refus de prendre des mesures supplémentaires, il va également adresser une injonction à l'État français en lui demandant d'ici le 31 mars 2022, c'est-à-dire un délai de 8 mois entre la décision de 2021 et l'échéance de l'injonction, de prendre les mesures nécessaires pour que la trajectoire soit respectée. Alors il aurait pu, ce qu'on appelle assortir une injonction, pardonnez-moi, le mot est un peu compliqué, accompagner, si vous voulez, l'injonction d'une astreinte qui revient à dire, si vous n'avez pas respecté, eh bien vous allez commencer à payer par semestre, par jour. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que il a considéré que le gouvernement n'avait aucune raison de ne pas vouloir respecter l'arrêt que le Conseil d'État venait de rendre, que le ministre avait expliqué toutes les mesures qui étaient en cours d'adoption. Et donc, évidemment, les associations environnementales n'étaient pas très contentes, mais il n'y a pas eu d'astreinte, il n'y a eu qu'une injonction. Et puis nous arrivons à l'acte 3. Et là c'est une décision du 10 mai 2023. C'est toujours le même litige, depuis que la commune de Grande-Synthe a saisi le Conseil d'État. Mais là nous arrivons au troisième acte. Et le troisième acte, eh bien, c'est que le Conseil d'État, je vous ai dit, il ne peut pas s'autosaisir. Aucun juge ne s'autosaisit. Mais il s'autosaisit en matière d'exécution de ces arrêts. Vous avez au sein de la section du rapport et des études, l'une des sections administratives dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il regarde au bout du délai, en l'espèce c'était 8 mois, et il engage un dialogue administratif mais contradictoire pour demander alors qu'avez-vous fait, où en êtes-vous, etc. Mais vous avez aussi toujours la possibilité pour les requérants eux-mêmes de dire mais ils n'ont pas exécuté et de revenir devant le Conseil d'État pour demander l'exécution de l'arrêt. Et en l'espèce, la commune de Grande-Synthe est également revenue devant le Conseil d'État et a dit mais ça ne peut plus durer, maintenant on ne peut plus faire confiance au gouvernement, il faut mettre une astreinte de 50 millions d'euros par semestre de retard, tous les 6 mois, comme ça, au bout d'un moment, eh bien, ils se décideront à prendre les mesures nécessaires. Ça, c'est donc la saisine du Conseil d'État pour le troisième acte.
Et dans sa décision dite Grande Sainte 3 du 10 mai 2023, le Conseil d'État a relevé qu'effectivement, les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre de la France du deuxième budget carbone, on avait vu le premier, mais maintenant on était en 2023, le deuxième budget était terminé, et il a constaté que ces objectifs eh bien, avaient été respectés. Donc c'était plutôt un bon point et avait été respecté. Cela représentait un rythme de diminution annuelle de l'ordre de 1,9%, ce qui était pas si mal, pas très très loin de 2. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Mais il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles, parce que le Conseil d'État a relevé que pour l'avenir, pour la suite, pour les années qui venaient, hein, et on n'avait pas encore les résultats pour 2020, 2021, 2022, on n'a pas tout de suite les résultats, eh bien, en fait, ça, c'était des bonnes années, mais ces bonnes années, oui, non, pardon, on avait les résultats, mais ces bonnes années, en réalité, elles n'étaient pas très, comment dirais-je, pas très représentatives. Pourquoi? Eh bien, parce que les bonnes années carbone 2019-2022, eh bien, il y a eu deux phénomènes qui, en fait, ont complètement troublé. Le Covid, première chose, la guerre en Ukraine. Le Covid, évidemment, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, ça a été l'arrêt de l'activité pendant déjà un certain nombre de mois, ensuite une reprise très lente, évidemment, beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième chose, la guerre en Ukraine, dans une moindre mesure, mais la guerre en Ukraine, augmentation très forte, vous vous rappelez, du prix du gaz, la consommation a diminué, il y a eu des mesures d'ailleurs d'économie d'énergie, etc. Ce qui fait que ces 3 années-là qui ont été très marquées, au fond, n'étaient pas très représentatives. Donc déjà, un bémol, si vous voulez, dans l'appréciation positive du deuxième bilan carbone. Il avait été respecté, mais dans quelles conditions et dans des circonstances qui ne se reproduiraient pas, en tout cas on peut l'espérer. Et puis le Conseil d'État a constaté que pour les 3e et 4e budgets carbone, c'est-à-dire ceux qui allaient venir, eh bien, il prévoit une réduction annuelle de 3,2%, ce qui est évidemment beaucoup plus que 1,9% de ce qu'on a réalisé. Donc un rythme très supérieur à celui qui avait été réalisé jusqu'alors de 1,9. 3,2, c'est pas la même chose qu'1,9. Et cela, disait le Conseil d'État, sans prendre en compte le durcissement des engagements de l'Union européenne. Donc vous voyez, indépendamment même de cela, on est déjà à 3,2 sur les budgets carbone des 3e et 4e, qui exige un rythme de moins 3,2% chaque année, alors qu'avec le Covid et avec l'Ukraine, on n'a réalisé que 1,9%. Alors, le Conseil d'État a relevé que le gouvernement avait pris effectivement un ensemble de mesures importantes. Vous savez, en matière de circulation des centres-villes, maintenant, vous ne pouvez plus aller dans Paris. Un certain nombre de véhicules ne peuvent plus rentrer dans Paris, sauf le week-end et les jours de fête. Moi, j'ai par exemple un vieux cabriolet Alfa Romeo qui est à l'essence ordinaire, etc. Eh bien, je n'ai le droit de rouler dans Paris que de 8h du soir à 8h du matin, ou le week-end et les jours de fête. Vous voyez, par exemple. Et donc, il y a pas mal de véhicules. Donc ça, on l'a installé dans d'autres communes de France, donc il y a eu, mais évidemment tout ça est extrêmement impopulaire, comme vous pouvez l'imaginer, et ce sont souvent les gens, évidemment, les plus modestes qui sont frappés, puisqu'ils ne peuvent pas acheter de voiture électrique, ils n'ont pas les moyens, etc. Donc c'est évidemment des décisions politiquement très difficiles. On ne peut pas simplement dire le gouvernement n'a pas de courage, etc. C'est quand même pas facile du tout, il y a des élections, etc. Il faut quand même en tenir compte. Évidemment, tout ça n'est pas facile, il y a évidemment des bilans à faire entre les engagements, mais également la volonté populaire, etc. Bon, voilà. Alors, le Conseil d'État a constaté tout de même que le gouvernement avait tout de même pris des mesures, notamment sur l'entrée des véhicules dans les principaux centres-villes, qu'il avait alloué des moyens très importants financiers en lien avec la transition écologique pour l'achat de véhicules électriques, etc. Mais que ces mesures, si elles sont mises en œuvre sans retard, elles apparaissent de nature à diminuer donc les émissions de gaz à effet de serre. Et pour le Conseil d'État, il y avait donc une bonne volonté du gouvernement, incontestablement, pour essayer de réduire. Cependant, si le gouvernement soutient que ces mesures permettront d'atteindre les objectifs de 2030 ou 2035, eh bien, le Conseil d'État a constaté que
les prospectives, pardonnez-moi, du gouvernement, eh bien, ne permettent pas de considérer comme suffisamment fiables. Au fond, sont beaucoup trop optimistes sur l'évolution positive de la diminution des gaz à effet de serre, donc toujours en se fondant sur des avis d'organismes indépendants. C'est pas le Conseil d'État qui va inventer évidemment ce qui va se passer, mais et le Conseil d'État a donc constaté qu'il n'est pas assuré que les mesures prises, quel que soit l'effort qui a été fait par le gouvernement, permettent d'atteindre un rythme de diminution suffisant pour atteindre les objectifs de réduction de 2030. Et c'est pourquoi il a jugé que la commune de Grande-Synthe avait raison de considérer qu'en 2023, le gouvernement avait pas complètement ignoré, mais n'avait exécuté qu'en partie. Donc, c'est 2021, le Grand qui lui demandait 8 mois de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la courbe. Et dans ces circonstances, et compte tenu des efforts déjà accomplis, le Conseil d'État a adressé une injonction au gouvernement, au Premier ministre, de prendre d'ici le 30 juin 2024, soit dans un délai de 13 mois, toutes les mesures complémentaires, en plus de celles qui avaient été prises. Alors ça a été très critiqué, cette décision Grande-Synthe 3, parce que les requérants, la commune, mais les associations environnementales, et disons tout le monde des associations, en disant que là, le Conseil d'État aurait dû imposer une astreinte, parce que c'est trop facile, vous avez une première injonction, elle a été en partie exécutée, mais pas complètement, et vous adressez une nouvelle injonction, avec plus précise, avec un délai, donc, vous voyez, d'à peu près un peu moins d'un an, je crois, sauf erreur, d'ici le 30 juin 2024, donc déjà il va falloir faire le bilan maintenant, et que cela méritait une astreinte. Alors, évidemment, il y a une politique du Conseil d'État qui est de ne pas infliger d'astreinte quand il estime que le gouvernement fait vraiment tous les efforts possibles. Donc mais évidemment, il y a des critiques des associations d'environnement qui disent que c'est trop favorable, et que le gouvernement agit, mais pas suffisamment, et que s'il y avait une astreinte, eh bien, il agirait beaucoup plus vite. Parce que là, évidemment, quand vous commencez à avoir des dizaines de millions d'euros à payer, on va voir à qui on les paye d'ailleurs, vous allez voir avec la saga suivante, puisque la saga suivante, les choses vont se passer différemment. Retenez que le fait que le Conseil d'État dans Grande-Synthe 2, mais surtout dans Grande-Synthe 3, donc dans cette décision de 2023, eh bien, n'a pas infligé d'astreinte, a été très critiqué. En tout cas, maintenant, le feuilleton n'est pas terminé, puisque le délai s'est terminé le 30 juin 2024. Il était d'abord la section du rapport et des études du Conseil d'État va se saisir du dossier, mais d'autre part, il est évident que les associations vont produire des tas de mémoires pour expliquer probablement que les objectifs n'ont pas été atteints. Et à nouveau, il y aura un Grande-Synthe 4, ça c'est sûr, et on verra. Et évidemment, je suis dans l'incapacité de vous dire, d'abord, je n'appartiens pas à la Chambre qui instruit l'affaire, puisque c'est la 6e Chambre, c'est la Chambre de l'environnement, mais évidemment, je suis bien dans l'incapacité, et je crois que, évidemment, l'échéance est beaucoup trop proche. Alors, justement, là, pour les associations d'environnement, évidemment, les pressions du Conseil d'État ont eu des effets, avec des injonctions, mais pas d'astreinte. Alors, justement, la deuxième saga dont je voulais vous parler, là, les choses se sont passées un peu différemment, et c'est ce qu'on appelle la saga Association des Amis de la Terre France. Pourquoi cette association d'Amis de la Terre ? Tout simplement, c'est une association, de défense de l'environnement qui va attaquer sur un terrain qui n'est pas très éloigné, mais qui n'est pas le même. Là, nous ne parlons plus du réchauffement climatique, même s'il
cancer, etc., à l'intérieur des valeurs limites fixées par une directive de l'Union européenne du 21 mai 2008. Les directives sont des actes obligatoires de l'Union européenne, comme les règlements. Donc ces limites, là on n'est plus dans des objectifs. Là il y a des limites précises à certaines dates qui sont déjà dépassées. On parle du passé là maintenant, on ne parle pas de... Comme toujours, c'est repris dans des textes, dans le Code de l'environnement, avec des limites qui sont calculées très précisément. Donc il est extrêmement facile, là on n'est pas sur des courbes d'ici 2030. Là on a des tas évidemment de stations de contrôle dans les centres-villes, de plus en plus, et on peut voir, alors c'est des moyennes, il y a des périodes de l'année évidemment, tout ça c'est un peu compliqué puisqu'on pollue plus à certaines périodes de l'année qu'à d'autres, etc. Si vous prenez le mois d'août à Paris, il y a moins de voitures par exemple, c'est évident. Et l'hiver on chauffe plus que l'été, etc. Donc évidemment, c'est un calcul savant, scientifique, qui se fait sur l'année entière, mais vous avez donc très facilement la possibilité de voir si oui ou non, dans le centre de Paris, dans le centre de Bordeaux, dans le centre de Toulouse, de Lyon, de Marseille, est-ce que les limites maximales prévues dans le texte de l'Union européenne et reprises dans le Code de l'environnement en France ont été respectées. Et dans sa décision, dans son arrêt du 12 juillet 2017, le Conseil d'État a relevé que dans 16 zones urbaines, les valeurs limites en dioxyde d'azote, prévues donc par la directive de l'Union européenne et reprises dans le Code de l'environnement, ont été dépassées. Je ne rentre pas dans les détails de ces limites, sachez simplement qu'elles ont été dépassées de 2012 à 2014, donc pendant ces 3 années, dans 16 zones urbaines. Et que pour les particules fines, qu'on appelle PM10, Particulate Matters 10, eh bien, elles avaient été dépassées dans 3 zones, dont évidemment Paris et l'agglomération parisienne. Le Conseil d'État a également relevé que pour l'année 2015, qui était l'année récente, parce qu'on était en 2017, mais l'instruction de l'affaire, c'était en 2016, eh bien, les valeurs limites étaient encore dépassées dans 12 zones urbaines. Donc, on avait quand même diminué, puisque en 2015, on était passé de 16 zones urbaines à 12, où il y avait un dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d'azote. Et en revanche, pour les valeurs limites en particules fines, qui s'échappent des tuyaux d'échappement, eh bien là, en revanche, il y avait toujours les 3 mêmes zones, dont Paris. Le Conseil d'État en a donc déduit qu'en refusant de prendre des mesures pour respecter les valeurs limites maximales de ces 2 substances très dangereuses pour la santé, le gouvernement avait méconnu la réglementation européenne, puisque ce que prévoit la réglementation européenne et le Code de l'environnement, c'est que si vous avez dépassé, ça peut arriver, vous devez prévoir des plans avec des mesures. Il ne s'agit pas de rester inactif, il faut que vous ayez prévu des plans avec des mesures précises, puisque la directive européenne dit que dans le délai le plus court possible, il faut revenir ou essayer d'atteindre les valeurs limites. Et donc le Conseil d'État, dans cette première décision, annule le refus du gouvernement de prendre des mesures, et notamment d'élaborer des plans dans toutes ces zones pour prévoir des mesures de réduction des valeurs des émissions de ces substances dangereuses. Acte 2, arrêt du Conseil d'État, nous étions en 2017, le 2e acte, le 10 juillet 2020, c'est toujours les associations des Amis de la Terre, c'est toujours le même contentieux, je vous l'ai dit, le Conseil d'État s'autosaisit, c'est la section administrative, qui ensuite renvoie au contentieux si elle estime qu'il n'y a pas eu d'exécution. Et évidemment, souvent, les associations elles-mêmes qui réattaquent en produisant leurs propres analyses, évidemment. Et le Conseil d'État donc s'est autosaisi en 2019 pour vérifier si sa décision de 2017 avait été exécutée. Dans sa décision du 10 juillet 2020, donc à peu près 3 ans après, le Conseil d'État relève que sur les 12 zones urbaines, vous vous rappelez, il y avait 12 zones où il avait relevé qu'il y avait eu un dépassement en dioxyde d'azote et donc une injonction de prévoir des plans pour des mesures et les baisser. Eh bien, la valeur limite
demeurait dépassé dans 7 d'entre elles en 2019. Donc il y a eu des progrès, puisqu'on est quand même passé de 12 à 7, mais en 2019, eh bien, il restait 7 zones dans lesquelles, donc les grosses agglomérations, dans lesquelles, eh bien, le dioxyde, en matière de dioxyde d'azote, eh bien, les valeurs limites étaient dépassées. Et s'agissant des particules fines, eh bien, il a constaté que sur les 3 zones, je vous rappelle, il y en avait 3 de dépassement, il en restait 2. Il en restait 2 qui avaient été, où ça demeurait dépassé. Et ensuite, il a regardé si on avait élaboré au moins des plans avec des mesures à prendre, comme l'exige la réglementation de l'Union européenne et le Code de l'énergie. Et ce qu'il a constaté, c'est qu'il y avait bien des plans qui étaient en discussion, mais aucun n'avait été adopté. Donc on avait 7 zones plus 2 zones avec dépassement des valeurs limites, et on n'avait même pas de plan. Ils étaient toujours en discussion pour savoir ce qu'on allait faire pour revenir dans le délai le plus court possible aux valeurs limites, ou plutôt y aller, puisqu'on les avait toujours dépassées, évidemment. C'est pourquoi, et alors là, le Conseil d'État va prendre une décision, c'est-à-dire qu'il va considérer que son injonction n'avait donc pas été respectée, et il va infliger une astreinte de 10 millions d'euros par semestre jusqu'à l'exécution complète de sa décision, donc du 12 juillet 2017, qui avait été exécutée en partie, mais pas complètement. 10 millions par semestre, cela représente 54 800 euros par jour. Et il faut savoir que jusqu'alors, l'astreinte la plus élevée que le Conseil d'État avait imposée à l'État par jour, c'était 10 000 euros. Donc là, on a vraiment une augmentation, une multiplication de plus de 5 fois du montant de l'astreinte la plus élevée qui avait été imposée. Alors, le problème que s'est tout de même posé le Conseil d'État, c'est mais à qui on va donner l'argent ? Parce que si c'est pour le donner à l'État, normalement, c'est l'État. Oui, mais ça ne sert à rien. Alors, si on reverse à l'État l'astreinte qu'on lui a donnée. Alors, évidemment, il y a la possibilité, et on est obligé d'en donner une partie aux requérants. Mais le risque, c'est d'enrichir les requérants d'une manière tout à fait inadmissible. On n'est pas là pour enrichir des associations en leur donnant des millions et des millions d'euros. Alors, le Conseil d'État, c'était pas évident, a décidé qu'une partie serait donnée aux requérants et qu'une autre partie serait versée non pas à l'État, mais à des personnes morales de droit privé ou éventuellement des établissements publics, mais indépendants, à but non lucratif, et qui sont chargés de mener des actions dans ce domaine. Voilà, alors on va voir comment ça va se passer, puisque, évidemment, concrètement. Et voilà, nous arrivons à l'acte 3. Acte 3, le 4 août 2021. Vous savez, le rendez-vous est automatique puisqu'on vous a mis un délai. Eh bien, décision, la 3e décision. Le 4 août 2021, le Conseil d'État va réexaminer au contentieux où est-ce qu'on en est. Et là, le Conseil d'État relève que sur les 7 zones, les
accidentelle des dauphins par les pêcheurs dans le golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, moi je pensais que c'était plutôt entre Bordeaux et la côte espagnole, mais non, en réalité, ça va jusqu'à la Bretagne. C'est vraiment toute la côte atlantique française, si vous voulez, une zone où on pêche beaucoup, qui est une zone très riche en poissons. Et donc, le problème, c'est que il y a des animaux qui inspirent beaucoup plus la sympathie que d'autres. Ce qui est très injuste d'ailleurs, parce que les dauphins ont l'air gentils. Puis il y a des animaux qui ont l'air méchants et qui ne sont pas forcément plus méchants que les autres, mais les dauphins attirent la sympathie. Et donc, évidemment, dans le public, c'est très populaire, la défense des dauphins, des marsouins, de toutes ces, ce qu'on appelle les petits cétacés. Bon, les baleines, tout ça, il n'y en a pas dans les zones de pêche, en tout cas pas dans ces zones du golfe de Gascogne. Il y en avait au Moyen-Âge, mais il y a longtemps qu'il n'y a plus de baleines au large des côtes françaises.